Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, je suis chaud, putain, je suis chaud. J'espère que t'es chaud aussi. Dis-moi, comment tu vas? Tu vas bien? Vas-y, pense un peu plus fort. Ah, putain. Ça fait plaisir, tout le monde va bien, ok, c'est franchement stylé. Donc on va pouvoir partir sur cet épisode et je suis content, cet épisode, je me réjouis, j'ai l'impression qu'il va être cool. En tout cas, il va être cool à faire. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des jeux. On va parler de la théorie des jeux et de comment est-ce qu'on joue à des jeux tout le temps dans notre vie un petit peu. Et à la fin de l'épisode, je vais parler un petit peu de comment j'ai joué aux jeux des études et comment manifestement j'ai réussi à gagner un petit peu également. Cet épisode sort vendredi exceptionnellement car il sort en même temps que ma vidéo YouTube sur un sujet très similaire qui parle exactement un petit peu de ça. Donc la vidéo YouTube vient de sortir, elle parle de comment j'ai été major de promo. En fait, comment, disons plutôt, quelles sont quelques petites astuces pour réussir ses études. Des astuces pas complètement conventionnelles, tu vois. Je te donne pas 100% de conseils un peu bateau du style, il faut que tu mettes ton téléphone en mode avion quand tu révises. Non, je donne un petit peu plus des conseils pour comprendre le système, en fait, pour déconstruire. En fait, je déconstruis dans cette vidéo le jeu des études. Je regarde toutes les étapes, on part de la fin, l'étape finale qui est tu as gagné, et tu as gagné aux études, ça veut dire tu passes, tu obtiens ton diplôme, etc. Et on redescend tout le système pour déterminer quels sont les points importants auxquels faire attention et comment est-ce qu'on peut faire pour tirer son épingle du jeu à différents endroits clés dans ce jeu que sont les études. Et voilà, donc si tu veux comprendre un petit peu plus tout ça, je te recommande d'aller voir la vidéo. Peut-être que d'aller la voir avant le podcast, c'est un petit peu mieux. Bon, étant donné qu'elle fait que 10 minutes, elle doit faire autour de 10 minutes, je sais pas encore exactement, mais elle doit faire autour de 10 minutes, donc ça va être beaucoup moins long que ce podcast. Et voilà, ce qui est cool avec la vidéo, c'est que on peut se regarder dans les yeux déjà, tu vois, c'est plutôt sympa. Et en plus, je peux utiliser le visuel pour aider à l'instructif un petit peu, et j'utilise des schémas pour expliquer tout ça, parce que tu vois, je te dis que je déconstruis un petit peu le jeu des études. Et là, j'avais envie de faire en sorte que ça soit le plus compréhensible possible ce que j'essaie d'exprimer. Et on a fait des petits schémas pour que ça soit plus visuel et pour poser un petit peu mieux à plat et rendre le tout un petit peu plus clair. Donc voilà, je te recommande d'aller regarder cette vidéo si tu veux. Ce podcast, j'en fais la promo à la fin de la vidéo. Tu vois, à la fin de la vidéo, je dis que dans cet épisode de podcast que tu écoutes actuellement, je vais creuser un petit peu plus sur certaines choses. Je vais creuser un petit peu plus sur la théorie des jeux, parce que j'utilise les études comme exemple dans cette vidéo, mais en réalité, c'est parce que j'avais envie de faire une vidéo qui marche et j'ai essayé de trouver le sujet qui pourrait marcher bien. Mais l'idée, c'était de faire une vidéo sur les jeux et sur comment prendre conscience des jeux auxquels on joue. Et comment faire en sorte de pouvoir utiliser un petit peu, de pouvoir jouer au jeu des meilleures façons possibles pour pécho nos avantages dans le game de la vie. Voilà. Et voilà, et du coup, dans cet épisode, je vais détailler un petit peu plus la théorie des jeux, quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. C'est bien pour ça que je vais en parler, comme ça, juste par pur plaisir, et j'espère que ça t'intéressera ou t'apprendra des trucs ou te rappellera des trucs. Je vais distinguer un petit peu entre les jeux finis et infinis. C'est quelque chose que je mentionne dans cette vidéo parce que c'est pas la même chose. Et à la fin de l'épisode, comme je l'ai dit dans cette vidéo YouTube, je donnerai un petit peu plus de détails sur comment j'ai très bien réussi mes études. Donc j'ai eu la meilleure moyenne générale à la fin de mon master, à la fin de mes études. J'ai reçu un petit prix pour ça. Et c'est ce que je montre dans cette vidéo YouTube, comme accroche, tu vois. Et voilà, malgré ça, en fait, je me sens pas parfaitement méritant, en fait, d'avoir reçu ce prix. Pas vraiment, c'est aussi pour ça que j'en ai jamais parlé. Et du coup, c'est ce que je vais expliquer, le pourquoi du comment à la fin de cet épisode. Voilà, parce que le twist de cette vidéo YouTube, c'est, je dis que j'ai été major de promo, etc., que j'en suis pas si fier,
parce que j'ai utilisé les techniques, tout à fait correctes d'ailleurs, que j'explique dans la vidéo. Mais ça reste des techniques quand même, tu vois. Et voilà, bon, bien sûr, il faut mitiger un petit peu tout ça. Ça, c'est le pitch pour que la vidéo, elle marche bien. Et justement, j'en parle rapidement dans cette vidéo en donnant des exemples d'autres jeux dans lesquels on joue malgré nous, comme la recherche d'emploi ou bien l'emploi en lui-même. Le game de la hiérarchie au travail, c'est un game, voilà, par définition. Et je donne aussi l'exemple de YouTube, qui est également un jeu auquel il faut jouer. Et un jeu, ça a un but, ça a des règles, ça a un terrain de jeu, ça a plein de choses. On va détailler un petit peu tout ça après en faisant une petite théorie de tout ça, histoire de mieux comprendre et de mieux pouvoir appréhender et reconnaître les jeux auxquels on joue au quotidien. Et voilà. Et pour cette vidéo YouTube, peut-être plus que pour une autre, justement, j'ai essayé de jouer au jeu de YouTube de façon plus scrupuleuse, tu vois. Donc je suis parti de la fin. J'ai utilisé le schéma que je présente moi-même dans cette vidéo. J'ai utilisé ce petit schéma et je pars de la fin. Donc la fin, c'est j'ai gagné. Avec cette vidéo, c'est j'ai gagné. Comment est-ce que tu gagnes en faisant une vidéo? Voilà, on va dire que c'est en faisant beaucoup de vues, tu vois. Et je me suis dit, bon, comment faire pour faire beaucoup de vues avec une vidéo, avec cette vidéo? Je suis reparti de la fin. Donc le plus important, en fait, c'est il faut que les gens y cliquent et il faut que les gens y regardent longtemps. Donc il faut d'abord qu'ils cliquent. Pour qu'ils cliquent, il faut que le sujet, le titre et la miniature soient intéressant, et du coup j'ai travaillé un petit peu là-dessus, et ensuite j'ai créé la vidéo autour de ça, tu vois. J'ai d'abord réfléchi au titre de la vidéo et à la miniature qui pourrait bien fonctionner, et ensuite je me suis dit bon, je vais créer une vidéo autour de cette idée qui pourrait marcher. Et j'ai fait ça du coup à l'inverse de ce qu'on peut voir souvent, et ce que je fais régulièrement normalement, parce que voilà, il y a différentes façons de jouer au jeu, comme on va le voir également. L'autre façon, c'est tu fais ta vidéo, puis à la fin tu casse un peu les fesses à essayer de trouver un titre correct et à faire une miniature vite fait, alors que tu gardes quelque part peut-être le plus important pour la fin, et qu'il faut surtout pas bâcler ça, parce que si tu bâcles ça, les gens ne cliquent pas, et s'ils cliquent pas sur la meilleure vidéo que tu as fait, tu n'as pas réussi à rentabiliser ta vidéo, à partager ton message, voilà, peu importe quel est ton objectif concret vis-à-vis de tout ça, c'est un petit peu dommage. Et voilà, ensuite je commence la vidéo par une accroche qui continue de construire sur l'intrigue, qu'est-ce que je raconte, sur l'intrigue du titre, avec des images de la remise de mon prix, etc. Et moi qui dis que je vais t'expliquer comment j'ai fait et pourquoi je me sens pas si méritant, tu vois. Je build up le suspense comme ça, histoire de faire en sorte que les gens regardent la vidéo le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça que tu fais pour gagner au jeu de YouTube. Il faut que les gens ils regardent longtemps la vidéo. Pourquoi? Pour qu'ils regardent beaucoup de pubs, pour que YouTube fasse beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Tu vois, on joue un jeu, c'est les règles, elles sont dictées par YouTube, par Google, et Google, ils veulent faire des thunes, et puis voilà. Je dis pas que c'est un jeu cool ou super ou quoi, j'essaie juste d'être réaliste, et c'est justement ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, et puis de façon un petit peu plus théorique dans ce podcast. Donc voilà. Et à la fin de la vidéo, évidemment, je mets la fin des images, parce que je les ai teasées au début, je les mets à la fin, tu vois. J'ai essayé de faire un truc, je me suis dit tiens, on va jouer au jeu pour cette vidéo, on va voir si ça marche. Donc je sais pas, le podcast va sortir en même temps que la vidéo, donc que je l'enregistre, je ne sais pas si cette vidéo a marché. Marcher, après, c'est subjectif, évidemment. Mais bon, voilà, on verra bien. De toute façon, je me suis plutôt amusé à la faire. Et en plus, forcément, j'ai gardé cette vidéo pour la sortir à la rentrée. Et oui, parce que c'est le meilleur timing pour les études. Tu vois, j'ai vraiment essayé de jouer jusqu'au bout. Donc, on va voir si j'arrive à tirer mon épingle du jeu. On verra bien. Et cette technique, entre guillemets, tu vois, je m'égare un tout petit peu, mais vu que je suis sur le sujet, je vais continuer. D'autres youtubeurs en parlent. J'ai déjà entendu d'autres youtubeurs parler de ça. Poisson Fécond, par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est une grosse chaîne YouTube, ils font énormément de vidéos, il a toute une équipe, le mec derrière, et dans une interview, il disait que eux, ils font exactement ça, tu vois, ils font des vidéos, ils commencent par le titre, ils ont des idées de titres, et ensuite ils construisent autour de ça, de façon à faire des vidéos qui marche. Enfin, en tout cas, c'est une stratégie assez efficace, manifestement. C'est une vision un petit peu court terme, parce que tu vises plutôt le succès d'une vidéo en la considérant comme plus indépendante des autres vidéos. Par exemple, il faut que cette vidéo, elle marche toute seule. Tu prends pas vraiment en compte une stratégie à long terme, une série de vidéos ou quelque chose, ou alors il faut prendre ça en compte dès le départ. C'est un petit peu un jeu fini, tu vois. Ça commence quand tu commences à faire la vidéo, ça finit quand tu publies la vidéo, et là, le jeu, il est terminé. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu vois si tu as gagné ou si tu as perdu. Mais à l'opposé, l'autre opposé, on peut décider de voir ça différemment. On peut décider que cette
vidéo qu'on fait là, eh bien elle fait partie d'un énorme ensemble, d'un jeu beaucoup plus grand, d'une série énorme de vidéos sur un horizon beaucoup plus lointain, beaucoup plus vague. Un jeu tellement lointain en fait qu'il a plus vraiment de fin, qui s'arrête jamais et qui devient donc difficile d'établir si on gagne ou pas, et où les règles qu'on décide de suivre, eh ben elles sont plus forcément les mêmes que dans un jeu pour lequel on connaît la date de fin. Et ça, un jeu qui ne s'arrête pas, c'est un jeu infini. Et justement, bah voilà, je vais aussi en parler dans cet épisode parce que ça fait partie de la théorie des jeux et comme je l'ai dit, je trouve ça très très intéressant. Tu sais quoi, j'ai étudié ça en cours. Et ouais, pendant mes études, j'ai appris sur la théorie des jeux. Bah, j'ai quand même fait des études en commerce, en HEC, en business. J'ai fait une licence en management et ensuite un master en finance. Et donc on a essayé de m'apprendre et on m'a appris des trucs sur l'économie. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que moi j'adore la psychologie humaine, la psychologie sociale, la psychologie de la prise de décision, etc. Le marketing, j'aime beaucoup, ça me passionne d'essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on fonctionne, nous les êtres humains. Et du coup, j'ai vu ça en cours, j'ai étudié ça, j'ai eu un examen dessus, il me semble, probablement. Ça m'a beaucoup intéressé, ces histoires, et donc j'ai voulu creuser ça en parallèle, bien sûr, parce qu'en cours, c'est la théorie, et puis à nouveau, quand on te présente des trucs en cours, l'idée c'est de faire une bonne note à la fin, et faire une bonne note, ça veut pas forcément dire apprendre au maximum toute la matière, tu vois. Ça, c'est ce dont je parle aussi dans cette vidéo. Mais du coup, vu que ça m'a réellement intéressé personnellement, j'ai creusé ça en parallèle, j'ai fait des recherches sur Internet, j'avais même été lire Wikipédia, tu vois, j'avais été lire les pages Wikipédia là-dessus par pure envie personnelle. Et oui, c'est possible. C'est possible. Tu peux être étudiant et aller lire une page Wikipédia juste parce que t'en as envie. Tu vois, pas juste pour pomper des trucs dessus. J'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Hein. Mes études, je les ai terminées il y a 4 ans. Du coup, juste avant de commencer sur YouTube. Et voilà. Bref, ce qui suit un petit peu dans cet épisode, c'est un peu un résumé de tout ça, pour lequel j'ai clairement écrit des notes. Parce que tu vois, là, je me suis dit, ok, j'ai envie de parler de ça, c'est intéressant, mais vu que c'est un peu de la théorie, c'est un peu quelque chose d'abstrait au début, et puis je vais donner des exemples, bien sûr, il vaut mieux que ça soit bien structuré pour que toi qui m'écoutes, tu trouves ça intéressant, et puis que tu arrives à suivre, parce que je te balance pas juste tous les trucs dans tous les sens. Donc j'ai commencé à écrire des notes, et puis je me suis emballé, j'ai écrit pas mal de notes. Et donc voilà, j'espère que ça sera sympa. J'ai essayé de poser, de structurer un petit peu à plat l'ordre dans lequel je vais présenter les choses de façon à ce soit le plus clair possible. Donc voilà, on va commencer un petit peu avec cette théorie des jeux. On va commencer par regarder les jeux finis. Donc les jeux finis, j'ai déjà défini un petit peu ce que c'est. Un jeu fini, c'est un jeu pour lequel tu connais le début, tu connais la fin. Mais il y a pas mal d'autres caractéristiques de ce genre de jeu. Tu vois, un jeu fini, un exemple très facile à donner, c'est une partie d'échecs. Une partie d'échecs, c'est un jeu fini. Et c'est un jeu, entre guillemets, à proprement parler. Parce qu'il y a les jeux, entre guillemets, de société. Tu vois, quand tu joues à un jeu, ou à un jeu vidéo, ou ce genre de choses, là aussi, normalement, il y a un début et une fin dans un jeu vidéo. Et il y a des règles à suivre, il y a un but du jeu, etc. Et voilà, il y a d'autres jeux dans la vie qui sont des jeux, mais qui sont beaucoup plus complexes. On verra. Enfin, c'est assez évident. Je pense que tu comprends déjà, et tu l'as déjà vu, encore plus si tu as déjà vu la vidéo. Quoi qu'il en soit, un jeu fini, on va définir un tout petit peu ce que c'est. Et dans ce genre de jeu, en fait, ce qui est beau, et ce qui nous permet d'entrer dans le flow également, dans ce genre de jeu, et qui est si agréable, c'est que en fait, on entre dans un nouveau monde. Tout ce qui n'a rien à voir avec le jeu, tout ce qui n'est pas dans le terrain, dans les règles, dans le but, il disparaît. Pendant qu'on s'immerge dans le jeu, on réduit l'étendue du monde à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses et beaucoup plus de choses beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, définies. Et comme on contrôle un petit peu et on connaît la plupart des paramètres, en tout cas dans un jeu comme les échecs, clairement on comprend tous les paramètres, on sait exactement ce qu'il y a et on est dans le contrôle, c'est beaucoup plus satisfaisant de savoir qu'on a peut-être notre destin entre nos mains et c'est un petit peu plus stimulant. Alors, dans un jeu, généralement, il y a de la rareté. Il y a toujours de la rareté dans un jeu, ne serait-ce que la première place, tu vois. La première place, normalement, il n'y en a qu'une. Elle est rare. C'est pas facile d'avoir la première place. Et donc, ça peut être ça, le prix, ça peut être ça, la rareté, ou ça peut être la course à une ressource limitée, tu vois, je sais pas, la recherche de l'or. Quand tu vas jouer au game d'aller chercher de l'or dans les rivières avec ton petit ami, tout ça, la ressource limitée, le but du jeu, c'est de trouver de l'or. Voilà. Après, quelles sont les meilleures techniques? Je sais pas. Je t'avoue, je vais pas donner ça comme exemple parce que je me suis pas renseigné sur la recherche d'or exactement. Mais je suppose qu'il faut un bon tamis, il faut se renseigner pour aller au bon endroit, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens autour de toi qui essayent de pécho ton or en même temps. Ah voilà.
Autrement, dans un jeu fini, normalement, on y entre volontairement, tu vois. Normalement, un jeu, l'idée, c'est que tu y entres volontairement, tu es conscient, et puis tu décides, en fait, tiens, j'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de tenter ma chance pour obtenir cette ressource rare, moi aussi, ne serait-ce que de gagner, tu vois. Ensuite, le jeu est cadré de façon claire dans le temps. Comme je l'ai dit, voilà, c'est clair, on le sait, ok, ça commence maintenant, ça se termine à ce moment-là, parce qu'il y a une limite de temps, ou parce qu'il faut qu'il y ait une certaine action, tu vois, ça s'arrête quand le roi adverse, il est mort, quand tu as réussi à faire échec et mat, eh bien c'est terminé. Ou alors t'as réussi à faire comprendre à ton adversaire que dans 3 coups, il va perdre, et là, il prend son roi, il le met par terre, et puis t'as gagné, et puis t'es super content. Voilà. Un jeu, un jeu, il y a un terrain de jeu. Voilà, il faut que ça soit clair, entre guillemets, où est-ce qu'on va jouer, comment ça se passe, quelle est l'étendue du monde dans lequel on joue, et on sait déjà pour combien de temps, donc on veut savoir où. Et sur un jeu d'échecs, c'est facile, c'est ce petit échiquier de 8 x 8 cases. Donc le monde, en fait, se compose de 64 cases, avec pas mal de pions qui ont des actions différentes, qui ont des règles. Enfin bref, il y a les règles du jeu qui viennent avec le terrain de jeu. Il y a clairement des règles qui sont connues, qui sont censées être connues, qui sont censées être les mêmes pour tout le monde, et c'est pas toujours le cas dans tous les jeux, mais dans les jeux qu'on a créés nous-mêmes facilement pour nous distraire, en tout cas, normalement il y a une certaine équité dans tout ça, comme dans les jeux d'échecs. Alors il y a une certaine équité, ouais. Aux échecs, en fait, tout est équitable, j'ai l'impression, sauf le fait que ce soit les blancs qui commencent au début. Sauf erreur, c'est ça l'idée. On va pas commencer sur des... Pourquoi c'est les blancs et pas les noirs qui commencent en premier, et ça, c'est pas très intéressant d'en parler ici, mais c'est vrai que là ça me vient à l'esprit. Aux échecs, c'est 100% équitable, sauf qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Et voilà, donc tu détermines au hasard qui c'est qui commence, et puis voilà, il y a des règles à suivre, c'est que ton cheval, tu peux pas le téléporter sur le roi pour le tuer, etc. Donc tu connais les règles. En plus de ça c'est quelque chose d'un tout petit peu plus vague, et ça dépend des jeux. Il y a aussi des règles personnelles à chacun. Parce que tu vois, pour certains jeux, en fait, peut-être que tu peux gagner de façon correcte, de façon légale, de façon autorisée par les règles, mais que toi, tu considères comme étant pas 100% en accord avec ta morale ou ton éthique personnelle. Donc voilà, il y a aussi les règles personnelles de chacun qui rentrent en compte. Aux échecs, normalement, t'as pas trop de morale ou de problème d'éthique à aller tuer le roi adverse, tu vois. Ça, c'est vraiment un jeu où on a enlevé un petit peu tout ça. Mais dans d'autres jeux, comme dans le jeu de, je sais pas, avoir la plus grosse entreprise de la planète, il y a peut-être des questions comme ça qui peuvent entrer en compte, même si tu n'enfreins pas la loi. Et peut-être que tu peux entrer dans une zone grise de temps en temps. Voilà, tu vois. Ça peut faire la différence entre ceux qui gagnent et qui perdent, justement, et c'est bien pour ça que ça pousse certaines personnes à pas à tricher du coup, mais à jouer avec la limite. Voilà, puis ça c'est le genre de limite que chacun se pose un petit peu pour soi. Et normalement, dans un jeu fini, il y a toujours un ou plusieurs gagnants. Tu vois, forcément, le jeu, il s'arrête, et quand le jeu, il s'arrête, il y a une espèce de classement qui se fait pour savoir qui a eu les ressources rares, qui a gagné, qui a été premier, deuxième, troisième, dernier. Et normalement, grâce aux règles, grâce au but du jeu qui est clair et qui est accepté par tout le monde au début, eh bien, tout le monde est d'accord sur qui est le gagnant. Forcément, il n'y a pas un vote public à la fin, normalement. Enfin, sauf dans le jeu des élections, tu vois, bien sûr. Ça, c'est autre chose, mais le jeu des élections, quelque part, c'est que celui qui a le plus de voix, eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, celui qui a le plus de voix, il a gagné. Et donc tout le monde est d'accord sur le gagnant, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui caractérise un jeu, je me suis dit que ce serait intéressant en fait de poser un petit peu le doigt sur pourquoi est-ce qu'on décide de jouer à un jeu. Parce qu'on l'a vu, c'est censé être un acte volontaire, mais pourquoi est-ce qu'on a envie de jouer à un jeu ? Il y a beaucoup de raisons, comme tu t'en doutes, mais j'en ai posé 4 un petit peu plus précisément, qui tournent tout autour de la même chose, globalement, qui tournent autour de notre propre perception de nous-mêmes. Ça nous permet de nous faire ressentir des trucs, probablement à propos de nous-mêmes. Et donc, la première raison que j'ai posée, c'est que tu joues à un jeu, pourquoi ? Parce que tu as envie de te sentir intelligent. T'as envie de te sentir physiquement talentueux, t'as envie de ressentir n'importe quel attribut qui te fait te sentir bien à propos de toi-même. Parce que si tu joues au baseball et que t'es fort au baseball, tu vas te sentir bien. Tu vois, moi, j'aime bien jouer... je te donne un exemple pour moi. J'aime bien aller m'entraîner, faire du street workout ou aller à la salle de muscu parce que j'ai l'impression que je suis assez talentueux dans ce domaine, en tout cas par rapport à mes propres standards. Je suis assez content. Et du coup, je prends du plaisir rien que pour ça. J'ai envie de jouer au jeu, d'aller soulever des poids parce que ça me fait me sentir puissant comme ça. Et ça c'est encore autre chose d'ailleurs. On va y venir. Deuxième raison
raisons pour laquelle on a envie de jouer, bah on a envie de se sentir chanceux. C'est agréable de se sentir oh putain chanceux, oh il y a cette exaltation éventuellement de pouvoir gagner, il y a un petit peu ce tirage au sort aléatoire pour certains, ou juste parfois il y a une part de chance et puis quand tu touches ta chance, t'es trop content et tu ressens ces émotions qui sont particulières. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que justement, tu vois, toutes ces choses, toutes ces émotions, notre perception de nous-mêmes, eh ben, tout le monde essaye d'en profiter. Notamment quand il s'agit d'essayer de nous faire consommer encore plus de trucs. Et là, évidemment, on parle de marketing, on parle de plein de choses comme ça. C'est un petit peu l'étude de tout ça qui fait ça. Et on essaye évidemment de tirer profit de notre recherche personnelle de chance, tu vois. On est tous différents, mais on est tous basés un petit peu sur la même base d'ADN, on dira. Et c'est marrant un petit peu de voir, je me suis renseigné sur l'industrie des jeux de hasard, des jeux de loterie, des jeux de casino, des machines à sous et tout ça, et qui ont énormément évolué avec la technologie ces derniers temps, tu vois. Autant tu as la loterie, on va dire l'euro-million ou quoi, tu vois, tu choisis tes numéros et puis là, c'est bon, tout le monde a le même traitement, tout le monde il a choisi X numéros et puis il a les mêmes chances de gagner, mais il y a d'autres jeux qui vont chercher beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus adaptés. Par exemple, les machines à sous connectées à ton historique. Typiquement aux États-Unis, où tu vois, c'est facile de donner cet exemple parce que c'est là-bas que c'est le plus populaire et reconnu. Aux États-Unis, bah, t'as des petites cartes de fidélité, tu vois, comme quand tu vas faire tes courses chez Carrefour, t'as ta petite carte et elle te fait accumuler des points, sauf qu'elle donne des informations à Carrefour sur qu'est-ce que tu achètes pour pouvoir te faire les meilleures promos. Et ben là, c'est la même chose. Les cartes permettent de reconnaître les joueurs dans les machines à sous et ensuite les machines à sous, elles étudient comment tu joues de façon à être sûr et certain de comment est-ce qu'elles vont pouvoir t'avoir le mieux possible, tu vois. T'avoir le mieux possible, ça veut dire te faire dépenser le plus d'argent, ça veut dire faut pas que tu perdes tout en 5 minutes, parce que si tu perds tout en 5 minutes, c'est foutu. Et ils vont déterminer, est-ce que t'es le genre de joueur qui préfère avoir des toutes petites victoires comme ça, régulièrement, de façon à ce que tu joues le plus longtemps possible, et jusqu'à ce que tu perdes tout, bien sûr, c'est le but, le but c'est que tu perdes tout, on est bien d'accord, c'est le but du jeu, et t'es censé plus ou moins être au courant, normalement, ou alors, est-ce que t'es le genre de mec, il faut juste une belle victoire de temps en temps pour te donner envie de continuer à tout réinvestir, dans plus de jeux. Bref, loterie, machine à sous, c'est pas un excellent investissement, si tu veux mon avis. C'est plutôt une dépense et un coût pur et dur, mais contre lequel, en fait, tu dépenses de l'argent si tu es conscient du fait que tu vas de toute façon le perdre, tu vois, ce qui me semble être quand même une bonne chose à prendre en compte, tu peux quand même décider, même si tu sais que t'es désavantagé mathématiquement, on dira, quand tu vas jouer à la roulette par exemple, tu sais que tu vas quand même t'acheter ce sentiment de te sentir chanceux, de ce sentiment d'espoir assez agréable de pouvoir gagner un petit peu, assez agréable et assez temporaire. Donc voilà, on peut réduire ça à s'acheter du plaisir un peu en vrai, tu vois, voilà, si on part du principe qu'on est perdant financièrement, voilà. Est-ce que c'est bien ou pas bien de s'acheter du plaisir? Non, on en a tous besoin. Il y a différentes façons de s'acheter du plaisir, bien sûr. Il faut sûrement doser ça correctement avec d'autres quêtes personnelles. Bref, on passe au point numéro 3 de pourquoi est-ce qu'on joue aux jeux. On joue à des jeux parfois parce qu'on a envie de se sentir connecté. Voilà, on est des êtres sociaux, nous les êtres humains, on adore être en groupe, en tribu, en équipe, et donc participer à un jeu d'équipe, être dans une équipe de foot, ça te permet de te sentir, je fais partie de quelque chose, je fais partie d'un organisme plus grand que moi, je contribue à tout cela, j'ai des coéquipiers, on est tous unis et alliés vers le même but, et c'est vachement cool de ressentir ça, tu vois. Et quand tu joues en équipe, il y a d'autres buts du jeu personnel qui entre en compte. Par exemple, le but du jeu, un des buts du jeu, ce serait de vouloir éviter l'humiliation au sein de ton équipe. Par exemple, ça, c'est un but du jeu, c'est une peur. Tu te bats contre la peur de mettre un autogol quand tu joues au foot, parce que quand tu mets un autogol, tu passes pas pour le champion devant tous les autres. Par contre, il y a aussi la possibilité, quand tu joues à ce jeu, de passer pour le champion. Tu peux être le héros du jour, tu peux sauver le match, tu peux marquer le but décisif à la dernière minute. Et là, je suppose, d'autant plus dans des grandes compétitions que ce sentiment doit être extraordinaire et que c'est en jouant à ce genre de jeu qu'on peut ressentir ce genre d'émotion que peut-être il est difficile d'obtenir ailleurs. Et donc voilà pourquoi on a envie de jouer. 4e, dernier point pour lequel on a envie de jouer, j'en ai parlé juste avant, c'est qu'on a envie de se sentir puissant. Ouais, voilà. Ça ressemble un petit peu au premier où tu as envie de te sentir intelligent ou talentueux ou quoi, mais là un petit peu plus qu'un attribut de tes compétences ou de tes compétences, un peu plus qu'un skills. Là, c'est plus ce sentiment juste.
j'ai envie de me sentir puissant, j'ai envie de dominer, j'ai envie d'être le roi du Monopoly, histoire de mettre tous les autres à la rue, juste pour avoir ce pouvoir entre mes mains, tu vois. Bah, les réseaux sociaux, par exemple, là, c'est un jeu, tu vois. C'est pas très difficile de comprendre à quel moment comment est-ce que c'est un jeu. Les réseaux sociaux, ils peuvent remplir plusieurs de ces catégories, plusieurs de ces raisons pour lesquelles on a envie de jouer. Typiquement, c'est un jeu qui sert à nous sentir connectés. C'est ce qu'on nous vend. On nous vend, évidemment, les réseaux sociaux, ça sert à connecter les gens qui ont des intérêts similaires, etc. Ça marche extrêmement bien pour ça et c'est génial. Les réseaux sociaux, forcément, moi, je trouve ça cool. Évidemment, et tout dépend comment est-ce qu'on les utilise. On peut les utiliser pour le bien ou pour le mal. Et ça ne dépend que de toi, hein, j'imagine. Mais voilà. Et ça nous sert aussi à nous sentir puissants, tu vois. Augmenter la perception de notre propre statut dans la hiérarchie sociale, comme ça, tu vois. Quand t'as plus d'abonnés, quand t'as plus d'amis, quand t'as plus de likes, ça peut te permettre de te sentir au-dessus de la masse, comme ça. Moi, tu vois, j'ai décidé de jouer à ce jeu. Ah bah bien sûr, j'ai décidé de jouer à ce jeu et j'y joue ça un petit peu comme un jeu. J'essaie de comprendre un petit peu les règles. J'ai pas mal d'abonnés, tu vois. Je suppose que ça augmente ma perception de moi-même. Ah, voilà. Mais j'essaie de cultiver plutôt la mentalité du jeu infini pour ça et pour ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en parlerai un petit peu après. Tu vois, pareil, quand tu achètes une Lamborghini, tu joues au jeu de celui qui a la plus grosse caisse. C'est un petit peu pour montrer que tu pèses dans le game, tu vois, que t'as des thunes, que t'es à l'aise financièrement, tout ça, et que t'es puissant, et que ta voiture est plus puissante que celle des autres. Donc, voilà, bref, quoi qu'il en soit, étudier le jeu en détail, une fois que t'as reconnu que tu jouais un jeu, étudier le jeu, sa théorie, ça permet de réfléchir à une stratégie optimale pour gagner au jeu. Tu vois, il faut comprendre un petit peu les mécanismes, comment ça marche, quel est le but du jeu, quelles sont les règles, sur quel terrain est-ce qu'on joue, avec qui, contre qui, et à partir de là, on peut commencer à établir un petit peu une stratégie, parce que quand on joue à un jeu, normalement, on a envie de gagner, tu vois, on joue pas à des jeux pour perdre, on joue peut-être au jeu pour éviter de perdre également, c'est agréable de se dire qu'on n'a pas perdu, mais bon, normalement on joue pour gagner, tu vois. Et parfois, cette stratégie, elle est entre guillemets purement mathématique et calculée, comme dans le cas d'une partie d'échecs. Tu vois, une partie d'échecs, c'est bien pour ça qu'un ordinateur, les ordinateurs sont meilleurs que les êtres humains, c'est parce que ils sont capables de calculer les milliards de possibilités de jeux d'échecs, parce qu'il y a un nombre fini de parties d'échecs, tu vois, tu peux pas avoir un nombre infini de parties d'échecs, il y en a des milliards, évidemment, mais ça reste un nombre fini, et un ordinateur très puissant, il peut y arriver, et c'est pour ça que ça, c'est un jeu très, très mathématique. Mais parfois, et très souvent, surtout pour les jeux complexes, ça demande de prendre en compte le comportement d'autres êtres humains. Et oui, et les êtres humains, c'est pas des ordinateurs en fait. Ils sont pas parfaitement rationnels et logiques comme la théorie, comme beaucoup de théories économiques trouvent très pratique de le supposer. Alors, partons du principe que cet individu est rationnel et logique. Que va-t-il faire dans ce cas de figure ? C'est beaucoup plus facile de déterminer ça à ce niveau-là. Par contre, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. Donc, au contraire, nous autres, êtres humains, on est plus souvent imprévisibles, on est très souvent guidés par nos émotions. Et donc voilà. C'est aussi pour ça que pour jouer à certains jeux et gagner à certains jeux, c'est important de chercher à accroître sa compréhension des autres, à augmenter son intelligence sociale, sa façon d'interagir avec les autres, comprendre comment on est vu par les autres, comprendre comment est-ce qu'on peut influencer la perception des autres de nous-mêmes, etc., etc. Bref, tout ça, c'est un peu de la psychologie humaine. Moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Évidemment, j'ai déjà fait 1 ou 2 épisodes où je parle un petit peu de ça. J'en ferai d'autres. J'ai prévu un épisode probablement sur l'intelligence sociale et un sur améliorer ses relations, etc., avec les autres et tout ça. J'ai déjà pris quelques notes, tu vois. J'adore, franchement, j'adore ça. J'essaie d'appliquer ça au quotidien aussi parce que c'est important dans énormément de jeux, quasiment tous, ceux quand tu joues avec d'autres, même quand tu joues aux échecs. Tu vois, j'ai regardé un peu des reportages, tout le monde. Il y a aussi The Queen's Gambit, tu vois, cette série qui a bien marché sur Netflix, qui a popularisé les échecs. Les échecs, ils sont en boom là actuellement. Ça a repris de ouf un petit peu. Et mine de rien, il y a un côté psychologique aussi dans les échecs, parce que tu joues quand même contre un être humain normalement, et l'être humain, il peut avoir des défauts, il peut avoir peur, il peut paniquer, et quand il panique, il devient plus complètement rationnel, même dans un jeu qui est purement calculé.
Bref, voilà, je parlerai un petit peu de ça dans des épisodes à suivre. Donc si ça te chauffe, eh bien reste au courant, voilà. Hein. Et si ça te plaît d'ailleurs ces épisodes, n'hésite pas, tu peux les partager. Hein. Et ouais, tu peux les partager, tu peux faire une petite story sur Instagram où tu partages l'épisode et puis tu dis c'était cool, je te recommande, tu vas prendre des trucs, ça va être stylé. Et voilà, et si tu arrives de YouTube, après ma vidéo, tu as regardé la vidéo, et c'est le premier épisode de podcast que tu écoutes, ben voilà, si tu peux aller en écouter d'autres, si tu veux. Voilà, ça parle de sujets de ce genre, ça parle ça parle de tout et de rien. Non, ça parle de développement personnel au sens large du terme. Donc voilà, j'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite, et il y aura d'autres épisodes qui vont débarquer. Maintenant, pour de la théorie un petit peu plus terre à terre, un exemple de jeu très intéressant pour comprendre un petit peu certaines dynamiques qu'on peut observer au quotidien dans notre vie ou dans l'économie ou dans plein d'endroits, c'est le dilemme du prisonnier. Alors tu as peut-être déjà entendu ce nom, tu connais peut-être déjà ce que c'est, peut-être que tu poses pas exactement le doigt dessus, mais c'est un problème classique, typique. Nous-mêmes, on l'a vu en cours parce que c'est un très bon moyen d'introduire la théorie des jeux et c'est magnifique. Enfin moi j'adore ce genre de truc. Alors le dilemme du prisonnier, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux prisonniers qui sont attrapés. Enfin, deux mecs qui sont attrapés pour un délit, pour quelque chose, et qui sont amenés au commissariat de police. Par contre, on n'a pas de preuves. Donc, on n'a pas de preuves contre eux. Donc, en l'état, ils risquent 1 an d'emprisonnement chacun. On va les séparer, on va les mettre les deux dans une salle différente et on va les questionner. On va essayer de faire en sorte d'obtenir des aveux. D'obtenir soit des aveux de « je l'ai fait », mais bon, ça n'arrive pas parce qu'on part du principe que le mec va pas se balancer, ou alors des aveux de « vas-y, balance ton pote. Balance-nous ton pote et tu auras peut-être une récompense ». Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est qu'en fait, le prisonnier à la fin, il a le choix entre ne rien dire ou balancer son pote. Tu vois, en gros, c'est j'en sais rien, c'est pas moi, c'est personne, je ne sais pas. Ou bien dire c'est lui que vous avez attrapé, lui il l'a fait, pas moi. Et voilà, il y a plusieurs cas de figure à la fin, tu vois. À la fin, c'est soit les deux ils disent rien, soit les deux ils balancent l'autre. L'un et l'autre ils se balancent l'un à l'autre, soit il y en a qu'un seul qui balance l'autre et l'autre qui ne dit rien. Donc, dans ce cas de figure, justement, ce qui se passe, c'est que si on n'a aucun qui balance, eh bien, les deux, ils prennent 1 an, tu vois, parce qu'on n'a pas trop de preuves, donc on n'est pas sûr. Mais voilà, si personne ne dit rien, ils prennent les deux que 1 an d'emprisonnement. Si on a un seul qui balance l'autre, eh bien, il obtient la liberté. Il est libre tout de suite. Et l'autre, il prend perpète. Tu vois, il balance l'autre pour le meurtre, on dira. L'autre, il prend perpète. Donc l'autre, il prend 20 ans. Et toi, tu prends 0, si tu arrives à le balancer sans que lui te balance. Et si les deux balancent, eh bien, ils prennent les deux 5 ans. Parce que la peine est réduite, parce qu'ils sont plusieurs. Et parce que vu qu'ils ont balancé, eh bien, on réduit quand même leur peine. Tu vois. Donc, dans ce cas de figure, en fait, si tu observes les situations possibles de fin, c'est que toi, en tant que prisonnier, en tant que convict, comme ça, en tant que mec, est-ce que tu dois balancer ou rien dire? Si tu dis rien, eh ben, soit tu prends 1 an parce que l'autre il a rien dit, soit tu prends perpète parce que l'autre il t'a balancé. Donc tu prends soit 1 an, soit 20 ans. Si tu balances l'autre, soit tu prends rien parce que l'autre il t'a pas balancé et du coup t'es libre, soit tu prends 5 ans parce que l'autre il t'a balancé aussi. Donc tu dois faire le choix entre 1 an et 20 ans ou 0 et 5 ans. Et tu vois, si tu fais les maths, si tu établis un petit peu ta stratégie optimale, en partant du principe que l'autre va faire de même, hein, normalement, eh ben, tu vas forcément balancer ton pote. Tu vas forcément le balancer parce que c'est beaucoup plus intéressant pour toi, égoïstement, de faire ça. Parce que au pire, tu prends 5 ans, au mieux, t'es libre. Alors que si tu dis rien, bah, au pire, tu prends 20 ans et au mieux, tu prends quand même 1 an. Donc tu vas le balancer et les deux vont prendre 5 ans parce que les deux vont se balancer. Et au final, on arrive dans une situation qui aurait pu être meilleure pour tout le monde, tu vois. Si les deux avaient réussi à coopérer, à ne pas se balancer, eh bien, ils auraient les deux pris que 1 an. Et là, ils prennent les deux 5 ans, tu vois. Et ça, c'est un exemple, en fait, ce dilemme du prisonnier, c'est quelque chose qui représente, en fait, une situation où deux joueurs, ils auraient intérêt, en fait, à coopérer, mais en l'absence de communication entre eux, vu qu'ils peuvent pas se concerter et se dire ok vas-y on coopère les deux, etc. Pour différentes raisons ils peuvent pas communiquer, eh bien chacun choisira de trahir l'autre, notamment lorsque ce jeu n'est joué qu'une seule fois. Tu vois, lorsque tu le joues qu'une fois et puis que tu sais que tu ne reverras plus jamais l'autre personne, eh bien là tu vas décider de la trahir parce que égoïstement, en tant qu'être humain égoïste, rationnel et tout, eh bien tu vas le balancer pour ton propre profit. Pour donner un exemple un petit peu plus concret de tout ça, comment ça s'applique un petit peu dans le quotidien, bah, par exemple,
par exemple pour la boutique Eric Flag, vois-tu, tu vois, boutique, on vend des équipements de sport, etc. Ben on a des concurrents, bien sûr, on a des concurrents qui vendent des produits substituables aux nôtres, donc des barres parallèles également. Et puis on regarde un petit peu les prix, puis on se dit bon, on pourrait baisser les prix. En fait, imaginons qu'on soit au même prix que les autres, on pourrait baisser un petit peu le prix et normalement on devrait, si tu baisses un peu le prix, eh ben tu obtiens plus de parts de marché, il y a plus de gens qui vont acheter ton produit parce que manifestement c'est le même entre guillemets, mais il est moins cher, à qualité égale, on dira, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que si tu baisses le prix et que le concurrent principal, il fait la même chose, tu vois, si à un certain moment, il faut décider est-ce que je garde mon prix ou est-ce que je le baisse, si les deux, ils décident de le baisser, eh bien, les deux, ils y perdent parce qu'au final, tout le monde il gagnera moins d'argent. Est-ce que le client, il y gagne dans ce cas de figure ? Bah, pas forcément, à mon avis, non plus, parce que tout ça, en fait, ça incite un petit peu la course au moins cher. Ça incite à être le moins cher. C'est la course vers le bas. C'est la course vers le bas et ça risque... Ouais, c'est un petit peu la recherche du monopole. Le monopole, c'est généralement quand il y a un monopole, c'est pas très bon pour le client, tu vois. Et l'augmentation de valeur dans le produit, normalement, quand tu cherches à être le moins cher, bah, c'est peut-être pas comme ça que tu fais les... Ouais, c'est peut-être pas comme ça que tu proposes la plus grosse valeur au client. Donc au final, dans ce cas de figure, tout le monde y perd, mais étant donné qu'il n'y a pas de communication entre les deux acteurs, entre nous et les autres, on va pas demander aux concurrents « Hey les gars, ça vous dit de ne pas changer votre prix, comme ça nous on le baisse et vous faites rien ?» Et c'est pour ça que parfois, quand ils communiquent, eh bien tu peux avoir un espèce de cartel, voilà, t'as un espèce de cartel, c'est tous les gros ils communiquent entre eux, ils disent ok, bah vu on est 4 et qu'il y a que nous qui vendons ce produit sur le marché, bah on va se mettre d'accord pour le vendre super cher. Les gens auront pas le choix, tu vois, les gens auront pas le choix vu qu'il y a que nous qui vendent ça. Et ça, sauf erreur, c'est illégal si je ne me trompe pas. Donc voilà, tu vois un petit peu comment ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Quand tu ne sais pas ce que l'autre va faire, eh bien par défaut tu vas décider de ne pas coopérer avec l'autre alors que ça aurait pu être intéressant parce que tu pars du principe que l'autre ne va pas coopérer non plus. Et voilà. Et justement, un moyen de corriger ce comportement qui incite un petit peu à la trahison ou à la tricherie, c'est que ce même jeu il soit répété. Tu vois, la définition du dilemme du prisonnier, c'est qu'en fait, tu vas balancer l'autre parce que tu sais qu'ensuite, l'autre tu le reverras plus jamais ou tu vas plus rejouer à ce jeu avec lui parce que tu te dis bon, on a merdé, on s'est fait choper. La prochaine fois, j'irai pas avec lui parce que si on s'est fait pécho, c'est que lui était nul sûrement. Donc je ne jouerai plus à ce jeu avec lui, donc je peux le balancer parce que il pourra pas user de représailles, tu vois. C'est justement pour ça que quand tu répètes le jeu, quand tu sais que tu vas devoir répéter le jeu avec la même personne, eh bien là, c'est un moyen de faire en sorte que c'est aussi expliqué dans la théorie, que tu vas changer ton comportement, que ça va devenir égoïstement plus intéressant pour toi de coopérer, en fait, parce que tu sais que quand tu rejoues, si tu l'as trahi la première fois et que l'autre, il t'a pas trahi, quand tu vas rejouer, l'autre, il va t'en vouloir de ouf, et là, tu vas prendre cher, et que de toute façon, tu seras perdant toi-même. Après, ça dépend des années, des choses comme ça, mais c'est très facile de trouver des exemples, du coup, qui fonctionnent. Et donc, tu vas vouloir coopérer, en tout cas, jusqu'à la dernière fois où vous jouez au jeu, tu vois. Et voilà un petit peu pour ce dilemme du prisonnier. C'est très, voilà, moi je trouve ça très intéressant. Si tu veux un petit peu plus de théorie, de chiffres et de choses comme ça, bah tu peux aller sur Wikipédia, hein, tu tapes dilemme du prisonnier, tu vas trouver plein d'infos là-dessus. Ou bien la théorie des jeux, l'équilibre de Nash. Voilà, l'équilibre de Nash, c'est quand tu établis ta stratégie optimale en partant du principe que les autres vont le faire également. Bref, voilà, si c'est le genre de concept qui t'intéresse, je te laisse aller creuser ça de ton côté parce que voilà, je vais pas lire Wikipédia non plus, c'est pas très intéressant. Donc voilà, comme on l'a vu, du coup, en fait, plus un jeu il est contraint dans une courte période de temps, plus le jeu il est fini, délimité et proche, plus on va jouer à court terme et plus on aura tendance à oublier un petit peu le monde qui nous entoure. Sauf que pour certains jeux, l'étendue du jeu, elle est un petit peu plus subjective. La durée du jeu, tu vois, elle est un petit peu plus subjective dans certains jeux très très complexes sur cette planète, on dira. Par exemple, tu vois, polluer plus aujourd'hui pour gagner plus, ça marche si tu joues au jeu assez court dans le temps du plus gros bonus de CEO à la fin du trimestre. Tu vois, si tu es CEO de ta boîte et tu dois décider, ok, si je pollue plus aujourd'hui, je vais avoir un plus gros bonus dans 2 mois. Peut-être que j'ai envie de faire ça et du coup c'est cool parce que moi égoïstement si je considère que le jeu c'est sur 3 mois, mon but c'est que les actionnaires ils soient contents, c'est qu'il y ait plus de thunes qu'ils gagnent le plus de thunes possible, comme ça ils sont contents, comme ça ils me versent un gros bonus, tu vois.
Et par contre, ça peut être une stratégie perdante de décider de polluer plus aujourd'hui si tu décides de considérer l'horizon du jeu comme beaucoup plus lointain. Par exemple, sur 50 ans. Sur 50 ans, c'est peut-être bien plus intéressant de polluer moins aujourd'hui parce que tu supposes que dans 50 ans, eh bien, c'est quelque chose qui sera très très important ou même légal, obligatoire, forcé de polluer moins. Et du coup, autant commencer à faire ça maintenant pour être dans les premiers et qu'au bout des 50 ans, tu gagnes, tu vois. Et le dilemme, un petit peu là-dedans, du coup, le retour au dilemme du prisonnier, c'est que toi, tu peux décider aujourd'hui d'arrêter de polluer, tu vois. Mais il y a des fortes chances que en fait, si toi, tu décides de coopérer, c'est-à-dire toi, tu coopères et tu réduis ta pollution, ce qui te rend moins profitable à court terme, tu vois, mettons, eh bien, si les autres, ils décident de pas coopérer, si les autres, ils te trahissent et que eux, ils continuent de polluer plus, eh ben, ils risquent d'être plus compétitifs, de simplement faire les choses de façon moins chère, de mieux faire plaisir à leurs actionnaires, etc., etc. Et ça peut te tuer parce que, en fait, tu te fais couler par eux. Et du coup, c'est un petit peu dans ce dilemme, puisqu'on ne peut pas juste tous se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va faire les choses, manifestement, eh bien, personne ne coopère, tout le monde trahit, entre guillemets. Donc voilà, si tu changes tout seul, tu perds beaucoup. Si tout le monde change, tout le monde, il y gagne beaucoup. Par contre, si tout le monde change, si personne ne change, eh ben, tout le monde, il y perd un petit peu. Et du coup, par défaut, même si c'est pas la situation idéale, comme celle où les deux y coopèrent, eh ben, les deux décident de trahir parce qu'on part du principe que l'autre va trahir et qu'on ne communique pas avec l'autre et qu'on ne pense pas pouvoir lui faire confiance. Et comme on l'a vu, quand on répète le jeu, quand tu joues plusieurs fois avec le même joueur, eh ben tu sais que tu as envie de faire preuve de confiance parce que quand tu fais confiance aux gens, quand tu montres aux gens qui peuvent te faire confiance, eh bien tu y gagnes généralement. C'est comme ça qu'on a évolué en tant que civilisation, les êtres humains. Tu vois, si on n'a jamais pu faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, en sachant qu'il va pas nous la mettre par derrière. Ensuite, si on partait toujours du principe qu'on va toujours se faire trahir, eh ben on n'aurait pas été très loin. On serait tous, on vivrait pas en groupe déjà. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est très important. La confiance, ça a une énorme valeur de donner, de montrer aux autres qu'ils peuvent te faire confiance. Et c'est pour ça que quand un jeu il est répété, notre comportement il va pouvoir changer. Et suivant quoi, notre stratégie optimale et même égoïste pour notre bien personnel va être de coopérer. Parce que si on coopère, on va nous le rendre la prochaine fois. Et du coup, c'est intéressant pour nous de coopérer. En tout cas, jusqu'à la dernière fois où on joue au jeu. Parce que la dernière fois où on joue au jeu, on se retrouve dans le dilemme du prisonnier classique. Et là, égoïstement, c'est plus intéressant de trahir l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu joues plus, même si c'est la 18e partie, tu vois, si tu sais que tu joues plus derrière, si tu veux maximiser ton profit personnel, tu ferais mieux de le trahir. Et donc, plus l'étendue du jeu, elle est longue, plus le nombre de fois où on va jouer avec l'autre, où on va jouer en temps normal, devient grand, plus on se rapproche d'un jeu infini. Et justement, dans le jeu infini, tu t'en doutes, les règles, elles changent un petit peu. Un jeu infini, c'est un jeu auquel on joue un nombre infini de parties. Donc on n'arrive jamais au moment où ça devient intéressant de trahir l'autre. On coopère tout le temps. Et vu qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. En fait, si on joue à un jeu infini, pour gagner un jeu infini, ça veut dire réussir à y jouer le plus longtemps possible. On y joue en fait, on joue à un jeu infini parce qu'on a envie d'y jouer et pas pour gagner. Parce que vu qu'il n'y a pas de fin, comme tu l'as compris, il n'y a pas de gagnant. Et donc ce modèle, en fait, incite un petit peu tout le monde à coopérer. Et comme on l'a vu juste avant dans le cadre du CEO, même si lui, c'est vrai qu'il a beaucoup de pression, probablement, pour prendre certaines décisions, quoi qu'il en soit, dans beaucoup de jeux, en fait, on peut définir un petit peu nous-mêmes l'horizon sur lequel on a envie d'y jouer. Est-ce qu'on considère ça comme un jeu fini à très court terme ou est-ce qu'on décide de voir ça un petit peu plus comme un jeu à long terme ? Un petit exemple à ce propos, par exemple, imagine tu es le plus gros youtubeur échec du game. Voilà, c'est toi qui as la plus grosse chaîne YouTube sur les échecs francophones, tu vois. Si ton jeu, tu le décides comme c'est un jeu fini et que le but c'est de gagner et que pour gagner il faut que tu restes numéro 1 et que tu sois et que tu sois juste le meilleur, le plus connu, etc., et qu'il y en ait que pour toi, dans cette idée-là, pour gagner, tu ferais mieux de pas aider les autres petits youtubeurs échecs qui essayent de percer un petit peu avec leur propre contenu, leur propre stratégie, leur propre façon de présenter les choses, etc. Tu ferais mieux de pas les aider, clairement, ou peut-être même, et c'est là que les limites, c'est là que les règles personnelles entrent en compte, tu peux aussi chercher à l'écouler, tout simplement, tu vois. Alors je sais pas comment tu fais ça, mais si tu décides de jouer comme ça, en fait, ce que ça va impliquer, c'est que c'est surtout toi qui va contrôler, au final, quel contenu il sera créé sur les échecs, et surtout lequel sera vu par les gens, tu vois, parce que tu vas avoir un espèce de monopole.
Et un monopole, bah, ça va limiter un petit peu la diversité du message, ça va limiter aussi son étendue, parce que c'est toi qui délimite un petit peu qui va voir les choses. Et si tu décides de jouer autrement, tu vois, parce que là, tu considères ça comme un jeu fini où ton but, c'est juste d'être numéro 1, et ben, tu peux faire la même chose si tu vois ça un petit peu plus comme un jeu infini, si tu as d'autres, tu décides en fait que le but du jeu, c'est pas juste d'être numéro 1, mais c'est peut-être de faire connaître au maximum les échecs à un maximum de monde, de faire grossir le game des échecs, parce que en fait, c'est ça que tu penses que c'est pour le mieux, même si c'est peut-être pas pour ton profit personnel immédiat la meilleure chose à faire. Et bien dans ce cas, ta stratégie et tes choix, ils vont être complètement différents. Clairement, tu ferais mieux d'encourager tout le monde, parce que tu sais que si l'autre il parle d'échecs et que l'autre il grandit, bah, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui vont être au courant des échecs, qui vont jouer aux échecs, et peut-être que toi tu vas y gagner également, tu vois, indépendamment entre guillemets de si toi tu es numéro 1 ou pas. Et donc, quand on décide de jouer un jeu infini, bah, on y joue parce qu'on a décidé que c'est mieux ainsi. C'est un petit peu notre cause personnelle, nos valeurs personnelles, entre guillemets, qui prennent un petit peu le pas, etc., et qui relativisent un petit peu l'ensemble de la chose. Et quand tu vois à long terme, c'est différent. Et on se rend compte que peut-être aider son concurrent, entre guillemets, parce qu'il fait partie de ton environnement à plus grande échelle, tu vois, il fait partie de tout ce qui est autour de toi. Tu vois, la taille du monde à prendre en considération, elle augmente énormément avec l'étendue du jeu. Si tu sais que tu joues à un jeu sur 5 minutes, bah tu vas probablement moins prendre en compte ce qui se passe de l'autre côté de la planète ou chez ton voisin ou bien à 10 mètres de toi, tu vois. Alors que si tu joues sur une durée infinie, eh bien l'étendue du monde est normalement beaucoup plus grande, et donc il faut prendre en compte beaucoup plus de choses dans tes décisions, dans ton but, dans les règles que tu décides de suivre un petit peu. Et donc quand tu joues à un jeu infini, bah ton concurrent, il fait partie de ton environnement à plus grande échelle, et en plus concurrent, tu vois, si tu joues à un jeu infini, bah il y a pas de gagnant, hein, soi-disant. Et donc la notion de compétition, elle est différente. Et dans ce cas de figure, tu partirais presque du principe qu'en fait, que plus qu'un concurrent, c'est un partenaire. Voilà, c'est un partenaire qui partage la même cause que toi, et que donc vous pouvez cohabiter, vous pouvez coexister, et c'est une très bonne chose que vous coexistiez d'ailleurs. Parce que comme on l'a mentionné juste avant, eh bien avoir plus de monde dans le game, ça permet d'avoir plus de diversité, plus de percées technologiques, on dira. Et puis la compétition, c'est bon pour l'avancée du game, c'est bon pour la civilisation. Le fait d'avoir, entre guillemets, un peu de compétition, bah ça te booste, tu peux déjà en apprendre. Tu vas regarder le premier pour voir comment il fait, pour essayer de le dépasser, entre guillemets. Et on part du principe que si tout le monde il essaye de se dépasser sainement et dans un jeu infini, eh bien tout le monde il y gagne au final, parce que on progresse, on avance en tant que communauté. Et toutes ces considérations de jeu fini, de jeu infini, de mentalité, de façon de faire les choses, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, comme tu peux t'en douter. C'est un truc auquel qu'on m'a mis devant les yeux il y a longtemps, et auquel j'ai commencé à réfléchir assez rapidement. Et forcément, c'est quelque chose à prendre en compte dans ce que je fais au quotidien dans mon travail. Forcément, il y a différentes façons de jouer au jeu dans lequel je me suis mis, et j'essaye de tendre à jouer à un jeu infini. Clairement, c'est un petit peu une espèce de ligne directrice pour moi depuis le début, et donc ça va clairement à l'inverse de penser d'abord à gagner le plus d'argent le plus rapidement possible, par exemple, parce que l'argent c'est vraiment quelque chose de très facile comme exemple. Non, je préfère planifier ça à très long terme. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, il a un problème avec un de mes programmes ou avec l'un des produits de la boutique, de toute façon, directement, on arrive avec les options, bah, on peut te rembourser, on peut te donner un bon, on peut te renvoyer le même produit, et puis tu peux éventuellement réparer l'autre ou t'en débarrasser, etc. Et puis voilà, mais de toute façon, on va te balancer ça, on s'en fout. Même, enfin, tu vois, et quand tu décides de jouer à ce jeu-là et à ne pas juste chercher le profit à tout prix à court terme, bah tu peux te faire niquer, tu vois. Tu peux te faire niquer, pourquoi ? Parce que quand toi tu décides de jouer à un jeu infini, comme on l'a vu, et bah si personne d'autre ne le fait, eh bien, toi, tu vas perdre. Tu vas être le seul à perdre. Par contre, il y a évidemment d'autres personnes qui font cela. Il y a aussi des questions, voilà, comme on l'a vu, de morale et d'éthique personnelle. Et dans tous les systèmes, eh bien, il y a toujours des gens qui profitent. Ça fait partie de la chose. Mais quand tu joues à un jeu infini, eh bien, tu es obligé d'accepter le fait qu'il y en a qui vont profiter et d'intégrer ça, entre guillemets, dans la stratégie. Tu pars du principe, voilà, il y a X profiteurs qui vont débarquer. Donc, il faut quand même partir du principe que on va on va offrir, on va donner quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas parce qu'il a menti ou parce que X ou Y, tu vois. Voilà, ça c'est une question de
de stratégie entre guillemets, mais je crois en la valeur accrue de la satisfaction à long terme du client plutôt que de lui soutirer un max d'argent maintenant, parce que en plus, tu vois, même si tu réfléchis de façon égoïste et purement financière, ce qui est quand même important quand tu as une entreprise, il faut pas se mentir, il faut quand même faire des thunes, tu peux pas, c'est normalement pas de la charité, sinon c'est pas le même type d'entreprise, et t'es quand même obligé de t'en sortir, et tu peux te dire égoïstement, si la personne elle est très contente, en fait si ça se trouve c'est mieux de lui filer 50 balles aujourd'hui, qu'elle soit contente, qu'elle le dise à quelqu'un d'autre, qu'elle revienne acheter plus de choses, entre guillemets, plutôt que juste on lui prend 50 balles maintenant parce qu'il est dans son tort ou parce qu'il a l'impression d'être dans son vrai, mais toi tu sais qu'en fait il est dans son tort, et parfois tu te mords la langue et tu te dis ok, très bien, pas de souci. Le client est roi, tout ça, tu vois. Donc il y a différentes façons de jouer. Ce podcast, typiquement, je l'ai déjà mentionné dans d'anciens épisodes, il est sorti du fruit d'une réflexion seule avec moi-même de plusieurs jours quand je m'étais exilé comme ça. J'avais fait ma petite expérience de recentrage, tout ça. J'en avais parlé dans l'épisode 2 du podcast et puis dans une vidéo YouTube. Et bien ce podcast, il est né un petit peu de comment est-ce que je projette mes objectifs et ce que je veux faire à très long terme. Parce que ces épisodes toutes les semaines, je les fais pas pour essayer de gagner un maximum à court terme, tu vois, comme par exemple des thunes. Sinon ça se saurait, hein. Sinon je te ferais des épisodes de 15 minutes, je te les bâclerais vite fait et je te mettrais 5 minutes de promo pour tout ce que je vends dedans. Non, tu vois, ce qui m'intéresse avec ça, c'est d'essayer de contribuer à l'ensemble, plutôt en croyant en plus tout simplement que à très long terme, ça me le rendra largement. C'est juste que je décide de voir ça sur quelque chose de plus lointain. Voilà. Et en plus, du coup, si j'arrive à jouer à l'infini dans ce que je fais, il n'y a pas de gagnant. Du coup, ça sert à rien de compter les points. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de perdre parce qu'il n'y a pas de perdant. Ou alors, il n'y a que des gagnants suivant la cause que tu choisis pour jouer à ton jeu. Bref. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est bien joli, c'est bien beau, tu vois, je te dis ça, voilà. Mais évidemment, c'est difficile de détacher autant la notion d'ego personnel dans tout ça, de fierté, de volonté d'accomplissement personnel, de reconnaissance, de validation publique, tu vois, toutes ces choses qu'on aime tous avoir et qu'on recherche tous d'une façon ou d'une autre et qui n'est pas mauvais, la plupart du temps, j'imagine, dans certaines proportions de rechercher. Et il y a aussi à prendre en compte plein d'autres choses. Par exemple, que pour survivre à court terme, on n'a pas toujours le loisir et le luxe de décider de jouer à l'infini, tu vois. Parfois, si tu gagnes pas un jeu fini à très court terme et que tu prends pas des décisions radicales pour y arriver, tu meurs. Voilà, dans ce cas, forcément qu'il y a ça qui va rentrer en compte et que tu vas jouer différemment parce qu'il en va de ta propre sécurité, par exemple. Et il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres choses qui rentrent en compte là-dedans. Et c'est pour ça que à mon avis, moi, tu vois, je te balance un petit peu mes réflexions et mes pensées dans ce podcast, c'est un peu le principe, et on essaye de construire là-dessus. Je pense pas que ce soit, par définition, c'est pas bien ou pas bien de jouer à un jeu fini ou un jeu infini, tu vois. Pour cette vidéo là que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, j'ai pas pensé au jeu infini, tu vois. Je me suis dit on va réfléchir à comment est-ce que on va faire pour que cette vidéo là elle fonctionne bien sans qu'elle soit peut-être particulièrement intégrée dans le grand ensemble de l'espace-temps ou de ma chaîne YouTube, même si elle rentre tout à fait dans la bulle très très vaste pour le coup du développement physique et mental. Voilà, je me suis pas trop mouillé avec ça. Je sais que je peux parler de beaucoup de choses, donc c'est plutôt cool. Et mon but c'est de trouver d'autres personnes qui aiment bien un petit peu mélanger tout ça. Et voilà. J'aurais peut-être pu, en présentant les choses différemment, en faisant un peu moins de putaclic, entre guillemets, tu vois, j'aurais peut-être pu contribuer plus à l'ensemble. Mais peut-être que si j'avais pas fait cette vidéo, ou si je l'avais fait différemment, j'aurais moins contribué à mon bien-être personnel d'avoir réussi à faire ça et que peut-être ça fonctionne, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est mal d'avoir essayé de privilégier mon bien-être à moi ? Je sais pas, c'est discutable, tu vois, bien sûr. C'est pour ça que c'est complètement subjectif, qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Ou alors il y en a beaucoup trop, et au vu de cet embarras du choix de réponse et de tout ça, j'essaye en fait surtout personnellement de cultiver au quotidien juste ma prise de conscience de pourquoi et comment je fais les choses. Le fait que voilà, là je décide de faire un jeu fini, je décide d'essayer de gagner à court terme sur cette vidéo, je l'ai décidé, tu vois, j'ai regardé un petit peu les choses, j'ai regardé un peu les options, je me suis dit ok, je vais faire ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça pourrait être mieux ? J'en sais rien, mais j'ai conscience de comment j'ai fait ça, histoire de mieux pouvoir comprendre aussi les conséquences qui peuvent dérouler
de ce que je fais et de mieux pouvoir en tirer des conclusions et pouvoir adapter mon comportement plus tard en ayant l'impression d'être dans le contrôle, tu vois, parce que j'ai fait ça pour cette raison, de cette façon, et j'ai obtenu ce résultat, et ça me permet d'avoir plus d'informations sur comment adapter ma façon de jouer à ce jeu la fois d'après. Et forcément, tout ça, ça passe par se poser beaucoup de questions. Voilà, même si même si t'as pas souvent de réponses, te poser des questions, je pense que c'est très intéressant pour mieux comprendre, mieux appréhender un petit peu tout ça, mieux appréhender un petit peu tous ces jeux auxquels on joue. Et donc, pour en revenir aux jeux et pour terminer peut-être un petit peu sur ce monologue sur les jeux, quelques questions que je trouve intéressantes qu'on peut se poser après avoir réalisé qu'on est en train de jouer un jeu, que ce soit le jeu des études, de l'emploi, les échecs, etc. Tu vois, n'importe quel type de jeu, et j'aime autant dire que ils sont partout. Le genre de questions que tu peux te demander pour essayer de t'aider à te guider, ce serait est-ce que c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer ? Est-ce que vraiment j'ai envie de volontairement jouer à ce jeu ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Est-ce que j'ai le choix de jouer à ce jeu, oui ou non ? Et en fonction de cela, comment est-ce que je vais appréhender un petit peu tout ça ? Est-ce que je comprends les règles ? Est-ce que ce jeu, j'ai l'impression de comprendre les règles du jeu, et donc de comment je peux m'améliorer pour devenir meilleur au jeu ? Parce que quand tu es forcé de jouer à un jeu, j'aime autant dire, c'est peut-être mieux de quand même faire en sorte de comprendre les règles, même si tu joues à contre-cœur, comprendre les règles, comprendre comment tirer ton épingle du jeu, comment t'améliorer à ce jeu, même si tu l'aimes pas, ou alors si tu l'aimes, c'est encore mieux, bien sûr. Du coup, est-ce que je comprends les règles? Comment je peux m'améliorer? Est-ce que ce jeu, il aide les gens autour de moi? Est-ce qu'il m'aide moi? Est-ce que je suis content de jouer? Tu vois? Tu veux te dire, est-ce que je suis content quand je joue à ce jeu? Oui, non. Et si la réponse est non, est-ce que j'y joue volontairement? Oui, je vais peut-être arrêter d'y jouer, alors je vais jouer différemment, je vais modifier ma façon de faire. Tu peux aussi te demander, sur quel horizon est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Est-ce qu'il est possible de rendre ce jeu infini? Est-ce que j'ai envie, en fait, de voir ça comme un jeu infini? Est-ce que je me complais dans le fait que c'est une meilleure façon de jouer pour moi, par rapport à ce que j'ai envie de faire, ou par rapport à ma propre perception de moi-même? Est-ce que je me sens plus puissant si je joue à un jeu de façon infinie? Je sais pas, tu vois, ça dépend de chacun. Et donc voilà, est-ce que tu peux rendre ce jeu infini? Est-ce que tu en as envie? Et donc, est-ce que tu peux décider d'adapter les règles du jeu à ta façon et d'y jouer un petit peu plus comme toi tu as envie, ou pas? Voilà. Écoute, voilà. Voilà quelques questions qui peuvent, je sais pas, je t'invite à te poser en fait un peu ces questions de temps en temps quand tu as l'impression d'être dans un jeu, dans un système, parce que les jeux, les systèmes, ça se mélange un petit peu, il y a beaucoup de systèmes, et comprendre comment fonctionne le système, ça permet juste d'être plus content dedans, je pense, déjà de base. À pas avoir l'impression que les choses te tombent dessus, avoir l'impression d'avoir un peu le contrôle dans tout ça, au moins de comprendre les dynamiques, même si elles ne ressortent pas de toi. C'est probablement une bonne chose pour guider tes actions dans ton quotidien, dans ces jeux, dans ces systèmes, pour pouvoir être fier de toi et puis pour pouvoir mieux t'en sortir aussi, bien sûr. Par rapport à tout ça, par rapport au jeu infini notamment, je peux te conseiller un livre que j'ai trouvé intéressant de Simon Sinek, ce cher Simon qui fait vraiment des livres super cool. Moi j'aime beaucoup ce mec, c'est vraiment un leader, visionnaire, tout ça, tu vois. Et lui il s'adresse un petit peu plus au business. Lui il est entre guillemets haut dans le game, et lui il a l'air clairement de jouer un jeu infini. C'est clairement ce qu'il essaye de propager comme idée, notamment dans son livre qui s'appelle The Infinite Game. Et oui, il s'appelle le jeu infini, tu vois, c'est forcément, ça m'a un petit peu intéressé comme livre. Et alors ce livre, il est un petit peu plus orienté business, il est un petit peu plus orienté CEO, tu vois, il vise un petit peu plus les chefs d'entreprise et ceux qui ont qui ont beaucoup de pouvoir déjà, on dira, et ceux qui ont beaucoup de pouvoir, c'est ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Et si ta vision, c'est de réussir à faire changer peut-être certaines façons de faire les choses, comme d'avoir une vision très court terme dans une entreprise et de vouloir absolument glorifier et rendre riches tes actionnaires plutôt que de simplement rendre riche à plus large échelle le monde autour de toi, en prenant un horizon plus grand du coup, c'est un petit peu ce qu'il essaie de faire dans ce livre, et j'ai trouvé ça intéressant. Il discute de différentes pratiques qui sont essentielles. Et en fait, il décompose le jeu infini dans l'entreprise, et notamment il définit 5 pratiques essentielles pour jouer au jeu infini, qui sont numéro 1, d'avoir ou de développer une cause juste ou inspirationnelle, tu vois. Il faut avoir une cause, il faut avoir l'impression d'avoir une vision, une mission, et pas juste la mission d'être le meilleur, parce que là, voilà, c'est pas, tu vois,
c'est normal pour une entreprise d'avoir un onglet notre mission, notre vision. Mais voilà, apparemment, il y a vision et vision. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Numéro 2, c'est créer un sentiment de confiance dans notre équipe. Il faut que toute l'équipe, elle puisse facilement partager cette vision et qu'elle puisse se faire confiance. Il faut étudier les concurrents pertinents, parce que comme je l'ai dit, c'est une excellente inspiration pour s'améliorer et pour pousser l'ensemble du game vers le haut. Numéro 4, c'est se préparer à avoir une flexibilité, garder une cause existentielle, mais qu'elle reste flexible. C'est-à-dire que parfois, il faut pas être rigide sur notre vision, sur notre façon de jouer, sur les règles, sur le but. Il faut être capable de s'adapter. Et la numéro 5, la dernière, c'est avoir le courage de l'idée. Avoir le courage de faire le premier pas en avant et d'être le premier dans le game à faire ça, et donc de risquer que personne ne te suive. C'est un livre très sympa. Si jamais ça t'intéresse et que tu es un petit peu plus orienté business, tout ça, je te le recommande et je te le mets aussi dans les notes de l'épisode. Et on arrive maintenant à la deuxième et dernière partie de cet épisode, qui est la partie un petit peu à part, où on revient un petit peu sur les études, je reviens un petit peu sur cette vidéo, et j'explique un petit peu, je donne un peu plus de détails sur ce que j'ai raconté à la fin de cette vidéo, et sur la non-fierté, j'allais dire, mais mon sentiment de fierté un petit peu mitigé vis-à-vis de l'obtention du prix, de la meilleure moyenne générale, etc. Je vais revenir un peu là-dessus. Du coup, les études, c'est très facile de considérer ça comme un jeu fini. C'est par défaut, c'est un petit peu un jeu fini, mais t'es pas obligé. Parce que c'est vrai qu'il y a un début, il y a une fin qui est très nettement délimitée. Tu sais quand les études elles commencent, quand est-ce qu'elles sont censées s'arrêter, quelles conditions sont réunies pour qu'elles s'arrêtent. Il faut gagner, pour qu'elles s'arrêtent. Il faut gagner ou perdre, en fait. Comme dans un jeu, tu vois. Tu connais les règles, tu connais le terrain de jeu, tu connais les conditions, etc. Et voilà. Après, évidemment, je suppose que tu peux, à nouveau, comme dans la plupart des jeux, tu peux décider de voir ça sur un horizon plus lointain. Et justement, c'est à ce niveau-là que j'ai envie de tempérer un peu ce que je dis dans ma vidéo, parce que c'est vrai que dans la vidéo, le but, c'est que la vidéo, elle marche. Et si t'es un petit peu trop gentillet dans une vidéo et que tu veux faire plaisir à tout le monde en disant toutes les bonnes choses, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche le mieux. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais réellement, mais j'ai pas trop mitigé le fait qu'on peut très bien voir ça différemment. Je suis pas en train de prôner le fait qu'il faut absolument juste apprendre par cœur les trucs à la dernière minute, les recracher, avoir une bonne note et puis tout oublier derrière. Je dis juste que si tu fais ça, tu vas avoir des bonnes notes et tu vas gagner au jeu pur et dur des études. Après, si tu décides d'avoir un horizon un peu plus lointain ou que tout simplement tu as envie de faire les choses différemment pour différentes raisons, il y a évidemment d'autres stratégies qui sont à prendre en compte. Par exemple, si tu veux faire de la recherche plus tard, tu veux devenir chercheur, tu veux devenir professeur, tu veux devenir très réputé dans un des domaines qui te passionne, que tu es actuellement en train d'étudier, par exemple, clairement, il va falloir prendre en compte un truc bien plus long terme. Il va déjà falloir savoir que tu vas sûrement faire de la recherche, tu vas faire encore 50 doctorats derrière, et puis derrière, tu auras toute ta vie. Et donc, l'horizon, il est énorme. Et pendant tes études, tu chercheras pas juste à avoir des bonnes notes. Il en faudra, bien sûr, ça va être important, mais il faudra aussi faire peut-être un petit peu de politique, un petit peu plus de politique, parce qu'il faut connaître les bonnes personnes pour se faire pistonner, pour devenir prof ou doctorant ou assistant derrière ou quoi. Et puis voilà, si tu joues à un jeu infini, si t'es passionné, parce que quand tu joues à un jeu infini, c'est que tu es quand même un peu passionné ou que tu as une certaine vision, une certaine cause, comme on l'a vu, c'est que tu as envie de faire avancer tout le game. Tu as envie de contribuer à la science, tu as envie de contribuer à l'économie, à la médecine, à la compréhension meilleure du monde qui nous entoure, ou même à la meilleure compréhension de nous-mêmes, de notre corps d'être humain, de notre cerveau si sophistiqué, pour avoir toutes les chances de contribuer au maximum et donc de pouvoir jouer au jeu le plus longtemps possible, parce que c'est le but, il faut réellement apprendre et surtout comprendre toutes ces connaissances. Faut pas juste être capable de les régurgiter sur l'examen de fin, tu vois. Bref, quoi qu'il en soit, moi j'ai pas vraiment vu ça comme un jeu infini, tu vois, je vais pas te mentir, je te mens pas, j'ai vu ça comme un jeu fini. Je me suis dit, ok, les études, apparemment c'est le chemin à prendre pour avoir un bon travail, et pour avoir un bon travail, il faut pouvoir montrer un diplôme. En tout cas, quand tu montres un diplôme, t'as plus de choix, t'as plus d'options d'avoir un bon travail, et je vais pas m'amuser à définir ce que c'est qu'un bon travail. Voilà, ça dépend de chacun, entre guillemets, mais voilà, je pense que c'est quand même une situation que pas mal de personnes pensent. La plupart des gens ne sont pas 100% passionnés, n'ont pas l'impression d'être 100% passionnés par ce qu'ils font dans leurs études ou même par une des branches qu'ils font. Et c'était mon cas. Je n'étais pas particulièrement passionné par grand-chose que j'étudiais, la finance, comme je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai déjà pas mal parlé de mes études, au cas où. Dans un ancien épisode, je ne sais plus exactement lequel c'était.
Ouais, c'était l'épisode 28 sur comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat, partie 1. Et là-dedans, je parle pendant un bon moment de mes études. En fait, voilà, tout des choses que je ne répéterai pas ici ou quoi, qui du coup seraient redondantes. Je parle un petit peu de comment ça s'est passé mes études universitaires, notamment dans tout ça, comment j'ai fait un petit peu, qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment dans mes révisions, dans ma façon de jouer à ce jeu, entre guillemets, un petit peu. Mais voilà. Pendant mes études, j'ai clairement l'impression d'avoir un peu joué avec le système, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est un système, c'est un jeu, il y a des règles, il y a des façons de gagner. Eh bien, voilà, pour certaines occasions, je suis passé par des méthodes qui m'ont pas rendu super fier, en fait. Sans que ça soit interdit, sans que toi, tu te dis, peut-être même toi, tu vas te dire, et même moi, je me dis, je me suis jamais dit, je franchis une barrière éthique en faisant ça. Non, j'ai jamais triché pour avoir des bonnes notes. J'ai jamais fait quelque chose d'interdit ou quoi. Mais ça n'empêche que parfois, tu gagnes, mais t'es pas super content de comment t'as gagné, malgré le fait que t'aies gagné dans les règles de l'art, quelque part. Donc je peux te donner un ou deux exemples, c'est ce dont je mentionne, enfin je le mentionne pas à la fin de la vidéo, mais ça fait partie des choses qui expliquent un petit peu ce sentiment. Un exemple que j'ai, c'est, alors je rappelle juste qu'en Suisse, du coup, le système de notation, il va de 0 à 6. 6, c'est la meilleure note, c'est la perfection, c'est quand même très très dur à obtenir, à avoir 6. C'est vraiment avoir 20 sur 20, tu vois, j'imagine. C'est pas 19, c'est 20, ou peut-être que c'est 19, tu vois. Quelles sont la traduction dans le système français de 20 sur 20, je sais pas exactement, mais alors ici, il est pas donné, en tout cas. Et j'ai eu il y a un des 6 que j'ai eu, j'en ai eu plusieurs, figure-toi. Il y a un des 6 que j'ai eu, c'était quoi? C'était au 2e semestre. Et pourquoi est-ce que j'ai eu 6? Littéralement parce que en fait la veille de l'examen, le soir, il y a une des filles dans mon groupe, parce que comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans cet ancien épisode, il y a eu le premier semestre de master où on devait tout travailler tout seul. Il y a eu le 2e semestre où on a tout fait en groupe et on devait rendre des travaux de groupe et on vivait avec notre groupe. Et ça, c'était à la fin du deuxième semestre. Et la veille de l'examen, c'était quoi? C'était à minuit et demi, je crois. Donc vraiment quelques heures avant l'examen, tu vois. Il y a une des filles du groupe qui débarque sur WhatsApp du groupe en disant « Hey les gars, il y a d'autres personnes qui ont trouvé l'examen de l'année dernière. » Et qu'ils le partagent et qu'ils l'ont partagé avec elle. Et elle nous balance à ce moment-là, à minuit et demi du matin, les examens de l'année dernière, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui était partagé par le prof, tu vois. C'est probablement le genre de truc que d'anciens étudiants, ils te vendent ou ils te donnent parce qu'ils sont sympas, parce que c'est, tu vois, il y a certaines personnes, je sais, il y a certaines personnes qui vont aux examens et puis qui le terminent rapidement et ensuite ils le recopient sur une feuille et du coup ils partent avec l'examen à la fin qu'ils ont recopié et ça peut servir manifestement pour il y en a qui font un business de ça, tu vois. Donc à nouveau, chacun pose ses limites comme il veut. Quoi qu'il en soit, moi je me retrouve là, tu vois, il est minuit et demi, j'ai l'ancien examen, ça faisait un bon moment que je me cassais le cul à apprendre ce qu'il fallait faire pour ce qu'il fallait pour l'examen du lendemain, mais évidemment, j'étais pas sûr et certain des questions qui allaient être posées, et j'étais pas sûr et certain du tout non plus que cet ancien examen, ça allait être des questions très similaires le lendemain. Mais on va pas se leurrer, il y avait des chances. Et surtout, à ce moment-là, quand je me retrouve là-devant, je me dis, j'ai pas le choix. J'ai plus aucun autre choix. Là, littéralement, je peux aller dormir et puis on verra bien ce qui se passe parce que je suis fatigué et tout. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Non, j'ai appris par cœur cet examen entre 1h et 4h du mat. Je me suis lobotomisé la tête avec cet examen et j'ai plutôt une bonne mémoire. Clairement, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études. On va pas se mentir, surtout avec ce genre de truc. Et à 4h du mat, je suis allé me coucher et je suis allé top score l'examen à 8h, tu vois. Et à 8h, je suis allé et j'ai recraché l'ancien examen en changeant les nombres et tout. Et même si j'avais l'impression d'avoir compris la matière, parce que quand même, la veille de l'examen à minuit, il était déjà bien révisé, tu vois, même si j'avais l'impression d'avoir compris la matière, j'avais pas l'impression d'avoir été testé pendant cet examen, tu vois. J'ai été testé à recracher l'examen que j'avais vu la veille. Du coup, j'ai eu 6, j'ai eu la note maximale, mais je me souviens quand j'ai vu cette note sur mon bulletin de résultats que j'ai reçu à la fin de la période d'examen, mais vraiment, j'étais là, ok, bon, cool, j'ai eu 6, putain, mais... Enfin, tu vois, je vais pas me plaindre, j'étais content, c'est bien, pour gagner au jeu, il faut avoir des bonnes notes, tu vois. Mais je me suis dit, putain, ouais... Je vais pas le crier sur tous les toits. Oh, regarde, j'ai eu 6, trop content, tu vois. J'étais, ouais, ok, voilà, j'ai eu 6 parce que voilà, tous ceux qui ont eu l'examen la veille, et je pense qu'il y en a beaucoup, et que beaucoup de gens ont eu une bonne note à cet examen parce que, mine de rien, même s'ils altèrent un petit peu l'échelle pour que tout le monde n'ait pas une super bonne note,
Si tu fais tout juste, ils sont obligés de te mettre la note maximale, tu vois, forcément. Donc je sais même pas si j'ai fait tout juste, mais ça devait pas en être loin, manifestement. Mais j'étais pas méga fier. Un autre exemple, et ça c'est l'exemple un petit peu plus concret, c'est que mon master, donc le master, c'était 4 semestres, donc 3 semestres de cours, et puis le dernier semestre, c'est un mémoire de master à écrire et à rendre, et c'est ce que j'ai raconté dans les épisodes qui suivent, comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat, donc le 29 et le 31, ou quelque chose comme ça. J'ai fait ce mémoire, mais surtout mon 3e semestre, je l'ai fait en Australie. Je suis parti à Sydney. Et j'en ai déjà parlé. Alors j'en ai parlé justement dans ces anciens épisodes. Tu te souviens peut-être de ce que j'ai dit si tu les as écoutés. Mais je me suis touché la nouille pendant ce semestre en Australie. Vraiment, comme je te l'ai dit, j'ai choisi l'Uni parce qu'elle était proche de la plage. J'ai choisi des cours plus ou moins pas spécialement intéressants, pas parce qu'ils m'intéressaient. J'ai choisi les cours justement en profitant entre guillemets du système. Et tu vois, profiter du système, est-ce que c'est vraiment profiter du système? Je ne sais pas. Je pouvais choisir mes cours, du coup je les ai choisis. Et j'ai choisi les cours que je trouvais les plus faciles sur le papier, avec la méthode d'examen la plus facile par rapport à moi, ce que je sais, pour lequel j'arrive bien, et des cours dont j'avais déjà des bonnes notions, tu vois. Et en plus, je les ai tous choisis le même jour, comme ça j'y allais plus ou moins. Et surtout, 5 jours par semaine, j'avais pas de cours et je pouvais aller à la plage et faire d'autres trucs. Et en plus, je l'avais dit dans cet épisode, mais clairement, les études là en Australie, à Sydney, c'était beaucoup plus facile qu'en Suisse, à Lausanne. Alors Lausanne, Suisse, tout ça là, c'est assez réputé pour être assez difficile. Et clairement, alors après la première année super intense que je venais de passer, parce que putain, la première année de master, c'était hardcore. J'ai quand même, évidemment, j'ai énormément travaillé, bien sûr. Là, je me suis retrouvé en Australie. Je suis allé passer les examens à la fin. Évidemment, je m'étais bien préparé, comme d'habitude, j'ai travaillé comme un fou pour ces examens en Australie, mais on va pas se mentir, j'ai surtout concentré les révisions sur les 2 ou 3 dernières semaines avant les examens, parce que voilà, je faisais autre chose avant, je voyageais, je suis parti à Bali, enfin bref, tu vois. Et à Sydney, du coup en Australie, ils ont un système de notation qui est différent de la France et de la Suisse encore, parce qu'apparemment tous les pays ils décident de faire un petit peu à leur sauce. Eux là-bas, ils notent sur 100%. Et donc, tu peux avoir une note de 0 à 100%. Et ils ont aussi un barème. Tu vois, ils n'ont pas 100 notes différentes. Ils ont quand même des barèmes de fourchettes de notes avec la moyenne, avec note supérieure, avec note maximale, etc. Et ils ont satisfactory, de 50 à 65. C'est la moyenne. Il faut avoir en Suisse, il faut avoir 4 sur 6 pour avoir la moyenne. En France, je sais pas, je crois que c'est 10. Et là, il fallait avoir 50% à 60, voilà, 50%. Et les 2 fourchettes les plus hautes, c'était Distinction de 75 à 85% et High Distinction, donc la meilleure note possible, en fait, que tu peux avoir, elle était de 86 à 100%. Et forcément, moi, je suis allé là-bas, j'ai passé mes examens et j'ai obtenu des notes en pourcent et il fallait les traduire dans le système suisse derrière. Et donc, comme c'est un peu logique, je suppose, voilà, mais au-dessus de 86%, c'était la note maximale en Australie. Et donc, ça a été traduit en la note maximale en Suisse de 6. Un petit peu comme si tu chopais un petit peu comme si tu faisais du 86%. Tu fais 86% en Australie, puis qu'on te file un 20 sur 20, tu vois. Et tu vois, c'est un peu bizarre dans l'idée, mais c'est accentué par le fait qu'en Suisse, on n'est qu'un système sur 6. Donc, il y a moins de possibilités de petits incréments, tu vois. On a des incréments demi, tu peux avoir 5,5, 5, 4,5, 4, etc. Mais c'est tout, t'as vraiment que des demi, donc t'as pas beaucoup de notes au final, t'as pas beaucoup d'incréments à l'échelle, tu vois. Et je sais pas comment ça se passe en France pour avoir 20 sur 20, mais pour avoir 6 à l'université, c'est pas donné, comme je l'ai dit. Et je pense vraiment pas qu'en dessous des 90% de bonnes réponses, tu l'obtiennes. Et encore, ça dépend le prof, ça dépend ce que les autres ont fait, bien sûr. L'échelle, elle est toujours là en fonction des autres. À l'Uni, moi, je me suis bien rendu compte que t'as pas nécessairement besoin de bien réussir ton examen, il faut surtout le réussir mieux que les autres. Et ça instaure évidemment peut-être un certain degré de compétition entre les étudiants. Et c'est bien pour ça que les anciens examens, normalement, ne sont pas partagés à tout le monde, parce que c'est pas dans ton intérêt égoïste personnel que de le partager à toute la volée et à tous tes camarades. Quoi qu'il en soit, tu t'en doutes, tu le vois venir, je suis allé aux examens d'Australie et j'ai eu entre 86 et 91 à tous mes examens.
Donc j'ai eu que des 6. J'ai eu que le high distinction machin. Comme si j'avais eu que... En fait, c'est comme si, tu vois, toi, t'allais étudier à l'étranger, tu fais ça, et tu reviens et t'as 20 sur 20 à tous tes examens. Tous tes examens. Jamais j'aurais pu faire ça en Suisse, tu vois. Jamais. Déjà, en Suisse, c'est plus difficile. En plus, en Suisse, j'aurais eu plus de matières. Là, j'en ai eu que 4 en Australie. Mais elles avaient toutes des gros coefficients. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce que j'avais pas énormément d'heures de cours non plus. Donc, en Suisse, j'aurais eu 5 ou 6 matières et j'aurais jamais réussi à faire ça. Aucune chance, tu vois. Il n'empêche que je suis rentré et j'avais 20 sur 20 au dernier trimestre, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai eu ma moyenne générale à la fin de mon master de 5,6 sur 6. Donc, je sais pas à quoi ça équivaut en France. Une bonne note hein, quand même, clairement, 5,6, donc ça c'était la moyenne sur les 2 ans de master, parce qu'ensuite il y a eu le mémoire, et au mémoire j'ai eu 5,5, c'était ce dont j'ai parlé dans le dernier épisode de comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat, où je te parle justement de ce que j'ai fait pour à la fois faire ce mémoire et à la fois terminer mes études, ce mémoire qui était hors sujet à mes études. Alors, j'ai fait un mémoire de marketing pour mes études de finance, tu vois, j'ai vraiment goupillé un truc et je m'en suis bien sorti apparemment. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé avec cette moyenne, etc. Et du coup, je peux te dire que quand j'ai reçu, parce que du coup, j'avais cette moyenne, je savais que j'avais cette moyenne, mais je me suis dit, bon, c'est pas extraordinaire, parce que normalement, les mecs qui ont les meilleures moyennes, ils ont des très très bonnes notes, ils ont plus que ça en licence. Ceux qui ont le prix, ils ont 5,8 ou je sais pas quoi, tu vois. Celui qui a le prix en France, je sais pas, il a au moins 19 et quelques, ou il a 19,5, ou bien il est dans les journaux parce qu'il a 20,2, tu vois, grâce à des points bonus ou je sais pas quoi. Et du coup, quelques semaines avant la remise des prix, je reçois une lettre chez moi. Une lettre qui m'annonce que j'ai gagné ce prix, tu vois. Et je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et ça me dérange, honnêtement, ça me dérange un petit peu de dire ça à voix haute, parce que ça fait un peu prétentieux et tout ça, donc je m'abstiens normalement, mais c'est vrai que c'est assez clair au vu de ce que j'ai raconté aussi dans les anciens épisodes et tout. J'ai pas cherché à avoir ce prix, tu vois, je n'ai pas cherché à avoir la meilleure moyenne. Au contraire, j'étais pas très orienté carrière, tu vois, c'était pas vraiment, j'ai pas travaillé pour ça. Et je travaillais dur, bien sûr, mais j'ai pas travaillé pour ça. Et donc, recevoir quelque chose que j'ai jamais vraiment voulu, pour lequel j'ai pas l'impression de m'être spécifiquement battu pour l'obtenir, ce genre de victoire, il a un petit goût différent. C'était un petit coup, c'était un peu spécial, forcément, de me dire, ah oui, d'accord, ok, bon, est-ce que vraiment je le mérite? Je sais pas, c'est pas moi qui décide apparemment, hein, de qui mérite quoi. Et surtout, ce qui était un petit peu le truc de trop là-dedans, c'est qu'en fait, on a été 2 à recevoir ce prix. Et tu l'as vu si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on le voit quand ils disent le prix est attribué à 2 personnes qui sont Maud, je dirais pas son nom de famille, et Eric Flag. Ils disent pas Eric Flag, ils disent mon vrai nom de famille du coup. Mais tu vois, et du coup, on a les 2 reçu ce prix. On avait les 2 la même moyenne, qui n'était pas si haute que ça, comme je l'ai dit, parce que c'était un programme réputé très difficile, ce master, mine de rien. Et on a les 2 reçu ce prix. Et moi, je me dis, en fait, si ça se trouve, elle s'est battue pour l'avoir, tu vois. Elle est restée à Lausanne, si ça se trouve, elle a dû faire des cours plus difficiles. Elle a eu des meilleures notes qu'elle a plus mérité, je sais pas. Après, moi, je la connais pas, cette fille, je la connais pas du tout, je lui ai jamais parlé, je sais pas qui elle est. Du coup, juste avant d'enregistrer ce podcast, je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé son nom, et en fait, maintenant, elle est doctorante en finance, tu vois. Donc vraiment, elle a l'air d'être partie dans le game, elle, si elle a envie de se faire bien voir, d'utiliser son prix et son major et tout ça pour devenir prof et tout ça, elle est dans la bonne direction. Si elle est doctorante en finance, moi je parie qu'elle est un petit peu plus passionnée par la finance que moi. Voilà, donc je me dis voilà, enfin bref, voilà un petit peu pourquoi tout ça a contribué à mêler un petit sentiment d'imposture à ça. Alors je suis très content d'avoir réussi mes études, je suis très content, je suis très fier, hein, je me suis bien débrouillé, j'ai beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de notes qui étaient bien parce que j'ai bien travaillé. Donc évidemment, je me dévalorise pas mes résultats ni ce que j'ai fait. Mais il n'empêche que ce prix-là, c'était un peu spécial. C'était voilà, c'est aussi pour ça que j'en ai jamais parlé, que je m'amuse pas à me vanter de ça, tu vois.
parce que je vois pas l'intérêt, en fait, personnellement, par rapport à moi. C'est pour ça, typiquement, il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait cette vidéo YouTube qui s'appelle de la finance à YouTube, dans laquelle je parle un petit peu de mon parcours. Et même là, d'ailleurs, je montre des images de ma remise de prix. Je montre les mêmes images, pas toutes, bien sûr, que celles que je montre dans la vidéo qui est sortie en même temps que cet épisode. Sauf que j'ai coupé tous les passages où je recevais mon prix et tout ça, parce que je me suis dit, ça n'ajoute rien à la vidéo, je suis pas particulièrement fier de ça, et en plus, j'ai pas besoin de parler de ça. Donc voilà, j'en avais pas parlé. Et là, j'ai trouvé l'occasion, je me suis dit, bon, vidéo qui pourrait bien marcher, comment faire pour qu'elle marche bien? Je pourrais mettre ça dans le titre, et si je mets ça dans le titre, je suis obligé, tu vois. Je vais pas mentir, évidemment, c'est valorisant quand même d'avoir réussi à faire ça et de pouvoir le dire aux autres. Je suis pas con, je suis pas complètement faux cul non plus, tu vois. Mine de rien, je me rends bien compte de certaines choses. Donc, on est d'accord, toute chose égale par ailleurs, tout ça, quoi qu'il en soit, voilà. Et quoi qu'il en soit, je crois que j'arrive à la fin de cet épisode, gentiment. Je crois que j'ai bouclé cette histoire et que j'ai répondu un petit peu à ce que j'avais promis dans cette vidéo, etc. Et que le putaclic était donc mitigé. Ah là là, c'est toute une histoire de limite, parce qu'en plus, tu vois, le putaclic derrière, ça fait partie des règles morales, personnelles. Il y en a qui n'aiment pas du tout faire du putaclic, il y en a qui le font, qui s'en battent les couilles, parce qu'ils se disent, c'est le jeu, je joue au jeu, etc., etc. C'est un peu comme Koh-Lanta, tu vois. Koh-Lanta, moi j'adore, je regarde en ce moment, parce que c'est en ce moment, et j'adore ça. Ça fait 20 ans que je regarde, et ça fait 20 ans que ça dure. Et là-dedans, c'est la même chose. Si tu regardes, tu te rends bien compte qu'il y a des règles du jeu, mais il y a aussi des règles d'éthique personnelle, que certaines personnes ont la fierté et sont fières de dire qu'elles ne feront pas de stratégie, qu'elles vont voter au mérite pour éliminer les autres, etc., etc. Et tu vois, au final, les règles personnelles de chacun, elles entrent beaucoup en compte dans ces jeux. Et c'est pour ça que tu devrais les écouter. Je pense que c'est très bien d'écouter ces règles, d'être fier et content des décisions qu'on a prises. Moi, je suis fier et content des décisions que j'ai prises pendant mes études. Je ne regrette pas. Ce que je regrette peut-être un tout petit peu plus, et ce que je mentionne dans cette vidéo, c'est le système, tu vois, c'est la façon dont les gens sont notés et hiérarchisés dans les études. Et voilà. Après, je suis pas là pour débattre du système. Est-ce qu'il est mieux? Qui suis-je pour j'ai pas de solution à proposer, tu vois. Je me pose juste le doigt dessus et je dis juste que bon, voilà, on n'est pas foncièrement noté sur nos compétences dans la branche. Il y a de ça, mais il y a d'autres choses qui entrent en compte pour savoir qui a la meilleure note. C'est pas toujours le meilleur, entre guillemets, et meilleur, à nouveau, c'est subjectif. Meilleur que qui, que quoi, sur quelle base. Bref, je vais m'arrêter là, voilà, sur cet épisode, sur les jeux, sur tout ça. J'espère que ça t'aura intéressé, que t'auras appris quelque chose, c'est encore mieux, que t'as trouvé ça stylé. Si c'est le cas, renseigne-toi encore plus davantage sur le sujet. Il y a plein de livres, il y a plein de pages Wikipédia, hein, il y a plein de choses à lire, à écouter, à apprendre. Moi, je trouve ça très très cool. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je regrette absolument pas mes études. Elles m'ont vraiment appris plein de choses. Déjà, tu vois, elles m'ont appris des notions d'économie qui m'ont beaucoup aidé. Et en plus, elles m'ont appris à apprendre, à me discipliner. Elles m'ont appris plein de soft skills comme ça, qui me servent énormément aujourd'hui, plus que d'autres choses, hein, comme la théorie pure et dure de l'augmentation et de l'influence sur le prix des actions et tout ça. Ça me sert moins, mais c'est quand même cool de savoir comment ça marche. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là, ça fait un moment que je parle, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu peux toujours le partager, comme je l'ai dit, tu peux aller laisser une petite review sur iTunes, j'ai pas beaucoup de reviews sur iTunes en ce moment, enfin j'en ai pas, parce que forcément c'est chiant, t'y penses pas, personne, qui c'est qui utilise iTunes? Moi j'ouvre iTunes juste pour aller regarder mes reviews de temps en temps, tu vois, vraiment, alors je te dis, je sais que c'est un énorme effort, mais si tu veux me faire plaisir, tu peux aller là-bas, tu peux mettre 5 étoiles si tu trouves ça stylé, et un commentaire cool, comme ça, moi je le lis, et puis je suis content, et puis voilà, je continue encore plus, avec encore plus de motivation à jouer à ce jeu infini qui est de publier des podcasts pour le plus longtemps possible. Tu vois, c'est vraiment ça en fait, les podcasts, je sais pas, est-ce que dans un an j'aurais arrêté ou quoi? Ce que je sais, c'est ce que j'ai envie, c'est de jouer le plus longtemps possible, c'est de pouvoir faire des épisodes, d'avoir le luxe vraiment de pouvoir faire des épisodes comme ça, juste parce que j'en ai envie, le plus longtemps possible. Bref, on se retrouve du coup, si tout va bien, la semaine prochaine, jeudi prochain, je pense que je vais reprendre le rythme normal, jeudi prochain, pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, eh bien, je te souhaite beaucoup de succès dans tes études si tu es aux études. Je te souhaite de prendre en compte toutes ces choses et évidemment d'aller regarder les autres vidéos sur le sujet qui t'expliquent un petit peu plus concrètement comment réussir tes études et comment réviser, comment t'organiser, parce que l'organisation, c'est la clé, qu'on se le dise. Il faut être
conscient de ses forces et de ses faiblesses en termes de quand est-ce que je révise, comment est-ce que je révise. Et ça, c'est très important si tu veux avoir des bonnes notes et si tu veux gagner. Je te souhaite de gagner, en tout cas, voilà, et d'être fier de la façon dont tu as gagné, clairement. Voilà, en attendant le prochain épisode, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.